l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Aujourd'hui, nous accueillons Stéphanie Rosa. Stéphanie Rosa, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégée de philosophie, docteur en philosophie politique. Vous êtes notamment l'autrice en 2020 de La gauche contre les Lumières aux éditions Fayard. Vous avez également écrit Lumière de la gauche aux éditions de la Sorbonne en 2022. Enfin, plus récemment, en 2024, vous faites paraître au PUF Marx contre les GAFAM. En mars dernier, vous avez d'ailleurs donné une conférence à Rennes, au Centre culturel des Champs Libres, nouveau partenaire du podcast Craquer l'époque. Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat aux côtés de la Gaîté Lyrique, de la Revue Collatérale, du Centre culturel Rennes 2 et de notre formidable producteur Radio. Alors, votre travail généalogique est absolument impressionnant. Ensemble, nous allons interroger ce que veut dire être de gauche aujourd'hui, ce que nous faisons de l'héritage des Lumières et pourquoi ces questions sont importantes aujourd'hui. À l'heure des catastrophes écologiques, à l'heure des phénomènes de régression politique, il semblerait que l'héritage des Lumières, en premier lieu duquel le progrès, l'universalisme et l'usage de la rationalité seraient sérieusement mis en question. En effet, rappelons-nous, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, nombreux ont été les philosophes et les écrivains comme Arendt, Kertész et bien d'autres, nous allons le voir, qui en appelaient à refonder une politique et une morale devant l'effondrement de la civilisation occidentale. Les Lumières n'ont pas su empêcher l'entreprise génocidaire, il fallait donc réfléchir les fondements philosophiques du projet moderne. Alors évidemment, Stéphanie Rosa, on va complexifier un peu le débat et discuter de cet héritage ambivalent des Lumières et des conditions de possibilité de constitution d'une politique de gauche progressiste. Vous êtes une philosophe engagée dans les débats publics, dans la confrontation des idées, dans une époque qui est pour le moins affolée. De votre côté, comment qualifieriez-vous l'époque dans laquelle nous nous trouvons ? Voilà une question vaste et compliquée. Je dirais que c'est une situation qui est devenue extrêmement confuse en fait, parce que les repères politiques sont troublés. On a une montée de l'extrême droite un peu partout en Europe et puis qui a carrément pris le pouvoir dans certains pays occidentaux, notamment aux États-Unis. Et en même temps, la gauche n'est plus du tout sûre de ses bases et de ses principes. On a des circulations de phénomènes graves comme l'antisémitisme à droite et à gauche. Il est difficile de s'y retrouver. Et sur les réseaux sociaux, qui sont quand même maintenant une des arènes du débat public, c'est la cacophonie, c'est l'hystérie un peu générale, avec en plus un effondrement des partis politiques traditionnels et du coup de l'encadrement qui pouvait, auquel il pouvait donner lieu dans une partie de la population. Enfin, je pense au Parti communiste, par exemple, qu'organisait une partie de la classe ouvrière française jusqu'à une date plus si récente maintenant, mais enfin depuis il y a quelques dizaines d'années. Je trouve que quand on cumule tout ça, on arrive au fait qu'il est bien difficile de s'y repérer, de s'y retrouver dans l'époque. Vous nous aidez à nous retrouver dans l'époque en faisant une histoire des idées. Vous avez entrepris un vaste travail d'enquête pour explorer comment des figures intellectuelles importantes de la gauche, alors de Marx à Sartre, James Proudhon, Marie Wollstonecraft, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, je ne la connaissais pas, j'ai découvert grâce à vous, et bien d'autres. Fondamentalement, qu'est-ce que vous visez avec ce travail généalogique ? J'ai voulu rappeler d'où venait la gauche et quels étaient finalement les fondements communs à toutes ces traditions, que ce soit la tradition socialiste, social-démocrate ensuite, communiste ou anarchiste. Finalement, compte commun toutes ces traditions-là, d'être né dans le creuset de la Révolution française, sur la base de l'héritage rationaliste, progressiste et universaliste des Lumières, avec cette particularité par rapport, par exemple, à leurs cousins libéraux, qui ont le même background, si je puis m'exprimer ainsi. Cette particularité que la gauche, les gauches veulent approfondir, généraliser et rendre cohérent cet héritage. C'est-à-dire que les fondateurs des gauches contemporaines, c'est ceux qui disent c'est très bien d'avoir proclamé les droits de l'homme, mais qu'en est-il des droits des femmes ? Qu'en est-il des droits des peuples colonisés ? Qu'en est-il des droits des pauvres ? Le droit à la subsistance, le droit au travail, le droit à l'assistance en cas de maladie, de vieillesse ou autre ? Et qu'en est-il du coup des limites qu'il faut donner au droit de propriété dans cette perspective-là ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas même l'abolir ? Est-ce que le droit de propriété est un droit cohérent avec les droits de l'homme. Donc là, les gauches, c'est celles qui posent ces questions-là. Donc pas pour, en tout cas au 19e siècle et même dans une large partie du 20e siècle, c'est pas pour remettre en cause l'héritage des Lumières, au contraire d'une certaine manière, c'est pour le rendre enfin effectif, pour le débarrasser de ses contradictions, de ses hésitations, de sa timidité, de la timidité qu'il a par exemple dans le discours libéral.
Justement, aujourd'hui, le fait de devoir faire cette histoire des idées, c'est une façon évidemment d'intervenir dans un présent, on l'a dit tout à l'heure, confus, dans un présent désorienté. Est-ce que vous diriez justement que la gauche est assez désorientée vis-à-vis justement de cet arrière-plan intellectuel, de ce fondement intellectuel plutôt ? Bah oui, aujourd'hui, alors il y a une partie, en fait, la gauche, elle est clivée entre ceux qui continuent quand même de tenir à cet héritage-là, et ils sont nombreux, ils continuent à l'être, et ceux qui, sur des bases à la fois philosophiques et puis aussi stratégiques et parfois même franchement opportunistes, estiment que on peut jeter le bébé avec l'eau du bain, que finalement on peut, par exemple, manipuler les passions, s'appuyer sur des fake news même parfois, donc plus du tout former l'esprit des gens qui on s'adresse à la rationalité, à la critique au sens des Lumières, pour parvenir à ses fins. Et je pense notamment à la tradition populiste de gauche qui fait de ce rejet du rationalisme, de l'universalisme des Lumières, un peu un principe. On n'a pas besoin de tout ça pour parvenir à ses fins. Alors enfin, un pas de côté, parce que j'étais assez impressionné en vous lisant de la quantité d'œuvres dans laquelle on rentre, dans laquelle vous nous conviez finalement à essayer de la décrypter, d'en retirer aussi, enfin voilà, l'évolution de la pensée. Je pense notamment à un chapitre qui m'avait pas mal marqué sur Sartre, pour voir aussi comment lui-même a évolué tout au long de sa vie, d'un point de vue en tout cas intellectuel. Ma question est bassement matérielle. Mais comment faites-vous pour entrer autant dans ces œuvres, être capable de les écrire, enfin de les raconter, de les analyser, et en même temps d'être enseignante et de publier autant? Est-ce que vous avez des routines d'écriture, des routines de travail un peu particulières qui vous permettent de faire ça? C'est mon travail, c'est ce que je suis censée faire. Je suis au CNRS, je suis chercheuse au CNRS, donc je suis pas enseignante-chercheuse, j'ai moins d'heures de cours, j'ai des heures de cours, mais j'en ai moins qu'un enseignant-chercheur, donc ça me permet aussi d'avoir une plus grande liberté que certains collègues, donc c'est une grande chance que j'ai. Et puis j'adore mon travail, donc je travaille beaucoup. Et je m'appuie aussi quand même, par exemple, sur les anarchistes. Je me suis appuyée sur les travaux d'un collègue, Jean-Christophe Angot, que vous connaissez peut-être, et qui avait fait sa thèse sur Kropotkin, sur Bakounine. Je confonds avec Renaud Garcia qui avait fait sa thèse sur Kropotkin. Et je me suis appuyée sur leurs analyses. Je suis allée vérifier, je suis allée voir dans les textes, si j'étais d'accord avec leur interprétation, mais je me suis quand même appuyée là-dessus. Je pense que le travail du chercheur, c'est aussi se hisser sur les épaules des copains pour approfondir dans sa propre direction. Donc je travaille comme ça. En tout cas, je trouvais ça impressionnant. Alors, c'est vrai que nous, à l'université, on a peut-être des conditions de travail et notamment une bureaucratisation de travail qui nous empêche parfois un petit peu d'être dans ces rapports de lecture et d'écriture. Je vais vous poser une question qui est très simple et en même temps très vaste. Qu'est-ce que ça veut dire être de gauche aujourd'hui? C'est-à-dire que beaucoup, en fait, se réclament d'une gauche éventuellement progressiste. Mais qu'est-ce que c'est qu'être de gauche aujourd'hui, selon vous, pour vous? Alors, je pense qu'il n'y a pas une réponse unique à cette question. La gauche, elle a toujours été plurielle. En fait, on l'a oublié, mais au début du 19e siècle, l'aile libérale faisait partie de la gauche. Parce que la gauche était, définie par son rapport positif à la Révolution française, s'inscrire dans l'héritage de la Révolution, et puis son anticléricalisme. Donc, Benjamin Constant, il était considéré comme de gauche, et il a fallu du temps pour que, d'une certaine manière, l'idée de gauche, elle se déporte plus du côté, en fait, des socialistes dans leur diversité. Donc, ça reste aujourd'hui, dans mon esprit, gauche égale les socialismes dans toute leur diversité. Mais c'est encore une fois, c'est ce qu'on disait au début, c'est devenu quelque chose de. Je suis pas là, je fais pas partie des gens qui donnent des brevets de qui est de gauche et qui ne l'est pas. Pour moi, les gens se définissent et il faut les croire, mais ça nous oblige en termes d'analyse, à se demander s'il y a des valeurs communes, s'il y a des principes communs. Et moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que dans les gens qui se réclament de la gauche, maintenant, alors qu'avant, il y avait une base commune, aujourd'hui, la base commune, elle est de plus en plus difficile à trouver. Vous anticipez justement cette question. Qu'est-ce qui fragilise peut-être la culture de gauche aujourd'hui, au-delà du fait d'ailleurs qu'elle paraît en tout cas assez dépassée par tous ces populismes de droite sur le coup? Qu'est-ce qui la fragilise vraiment, cette culture de gauche? Je pense qu'il y a une série de facteurs qui sont de diverses natures. D'abord, les socialismes sont rentrés en crise, peut-être paradoxalement, depuis la chute de l'Union soviétique. Alors, c'est paradoxal parce que, on aurait pu s'attendre à ce que le communisme, effectivement, rentre en crise. Ça, c'est normal. L'effondrement du modèle entraîne des grosses difficultés chez les gens qui s'en sont toujours réclamés, sans toujours beaucoup de critiques. Mais en fait, le projet socialiste, en général, il a pâti
de l'effondrement du modèle alternatif au capitalisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le capitalisme, il règne sur la totalité de la surface de la planète, et c'est l'économie de marché, etc. Et donc, c'est plus difficile qu'avant de se réclamer d'une alternative, parce qu'on n'a plus d'exemples sous les yeux. Il y a un autre aspect qui est qu'en Europe occidentale et dans la plupart des pays développés, les grandes concentrations ouvrières ont disparu, qui était la base sociale des partis de gauche traditionnels. Et tout est un peu, du coup, rentré en crise du côté des organisations traditionnelles, tandis que de son côté, l'extrême gauche ou la gauche un peu alternative, celle qui était née dans les années 60-70 de la contestation de la société de consommation et aussi de la contestation des organisations traditionnelles, finalement n'a pas réussi. Faut le constater, n'a pas réussi à offrir une alternative viable et désirable. Et je pense que, alors pour le coup là, c'est encore une autre cause, c'est en partie parce que, elle a pensé pouvoir se passer de l'héritage du socle, héritage des Lumières, qui est en fait, à mon avis, indépassable pour la gauche. Et si on essaye de s'en passer, en fait, c'est la thèse que je défends dans La gauche contre les Lumières, on se tire une balle dans le pied, en fait. On se retrouve sans base solide parce que on peut plus construire une alternative en réalité crédible à la société capitaliste telle qu'elle est. Alors justement, dans un entretien au magazine Philosophie, dans le magazine Philosophie, vous exprimez une critique nette de la stratégie politique de la France insoumise. Vous y soulignez notamment une rupture avec l'héritage des Lumières, notamment dans la manière d'organiser le conflit politique. Vous dites que l'outrance y remplace la raison, que l'agressivité est érigée en système et que cela pourrait mener finalement à une marginalisation assez durable. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette analyse et comment peut-être on pourrait réconcilier, est-ce que c'est possible d'ailleurs, réconcilier une radicalité politique et une exigence démocratique au sein des gauches contemporaines? Il y a un fait qui, moi, me frappe dans la France insoumise, c'est que ce sont des gens qui pensent pouvoir se passer de démocratie interne. C'est-à-dire que à gauche, on critique le parti, enfin dans la gauche radicale, on aime bien critiquer le parti, ses effets autocratiques ou bureaucratiques, sa verticalité et tout ce qu'on veut. Et donc, on cherche des alternatives. Et donc, le mouvement gazeux a paru à un moment une alternative. Voilà, une façon de dépasser toutes les impasses des partis politiques du XXe siècle. Résultat, on se retrouve avec l'organisation la moins démocratique de tout le champ politique. C'est du délire. C'est-à-dire qu'on a un représentant, un porte-parole, qui impose ses petites vues personnelles à l'ensemble du mouvement. Il n'y a aucune instance de contrôle, il n'y a pas de congrès, on vote pas de plateforme, c'est pas les adhérents qui choisissent leurs représentants, qui choisissent les gens qui vont les représenter aux élections ou qui vont les représenter dans des congrès, puisqu'il n'y a pas de congrès. Et donc, on arrive paradoxalement à faire pire qu'un parti politique. Voilà, c'est quand même un sacré paradoxe et ça montre que, d'accord, on a dit beaucoup de mal de la démocratie classique, on a dit beaucoup de mal du parti, on a dit du coup beaucoup de mal, de tout l'ensemble sur lequel tout ça reposait. Mais qu'est-ce qu'on a à offrir comme alternative de désirable ? Pour le moment, on attend encore, quoi. Il y a un problème de démocratie interne, sur le coup, qui est absente. Il y a aussi un problème de la façon de se rapporter au débat public, et notamment l'usage de l'outrance, l'usage de l'opposition systématique. C'est un peu ce que vous reprochez également du point de vue, en tout cas au niveau de la LFI. Oui, tout à fait. C'est la stratégie du clivage permanent, la stratégie de la conflictualisation de tous les sujets. Et effectivement, on a des représentants qui réagissent au quart de tour à chaque événement, avant même de vérifier si les faits sont avérés. Alors, à leur décharge, ils sont pas les seuls. Tout le monde fait ça maintenant. Mais on est en droit d'attendre de représentants de gauche, en tout cas à mon sens, qu'ils essayent d'élever un peu le débat et d'inculquer aussi d'autres habitudes aux gens auxquels ils s'adressent, et notamment, ne serait-ce que ça, d'attendre que les faits soient avérés avant de se mettre à crier, en fait, de ne pas répandre de fake news et d'apprendre aussi à leurs adhérents, etc., à ne pas le faire. Et surtout, en plus, là, en l'occurrence, dans le contexte, il y a eu un certain nombre de fake news relayées par des représentants de la France insoumise sur Israël, qui étaient carrément, notamment sur des transplantations d'organes de la part de l'armée israélienne, vraiment des vieilles légendes de sang antisémites. Donc là, on tombe au niveau de l'extrême droite. Je parle de Rima Hassan, elle fait ça depuis le début du conflit israélo-palestinien. Le problème, c'est que il y a aussi des news complotistes, tout y passe, et il n'y a aucun garde-fou. Donc là, ça, c'est vraiment une manière de faire tomber à la fois le niveau de conscience collectif, de pas du tout mettre en garde les gens contre, d'une manière générale, les travers des réseaux sociaux,
Et on prépare pas une société plus égalitaire, plus juste et plus fraternelle sur ces bases-là. J'y crois pas, moi. Je sais pas trop comment le dire, mais je me demande aussi si, dans l'époque complètement affolée dans laquelle on est-ce qu'on n'a pas justement besoin d'une réponse radicale qui, sur le coup, parfois, en fait, va se passer de la patience de la composition démocratique. Est-ce que vous ne diriez pas que la radicalité, en fait, est dans un moment historique importante ? Je pense que la radicalité, ça dépend. En fait, je pense qu'elle se déploie à plusieurs niveaux. Est-ce qu'il s'agit de radicalité dans les propositions ? On peut être radical dans les propositions, tout en étant conscient qu'il faut construire un rapport de force. Et construire un rapport de force, vu l'état actuel de ce rapport de force, qui n'est clairement pas en faveur des forces de gauche, il faut le construire. C'est-à-dire, on peut pas brûler les étapes. Moi, je pense que, encore une fois, la radicalité, c'est complètement, c'est une option complètement désirable sur le fond. C'est-à-dire, on veut des changements radicaux sur le fond, mais qui veut vraiment les changements radicaux sur le fond doit se donner les moyens de les construire. Et moi, je pense que là, vu la situation, c'est pas le moment du coup de force léniniste contre le palais d'hiver, quoi. C'est le moment de gagner une bataille. De ce point de vue-là, je suis un peu gramscienne. Je pense qu'il y a une guerre de tranchées idéologique à mener, qui est une guerre longue, qui est une lutte pour l'hégémonie, et ça reste à faire. Alors Enzo Traverso, il y a pas quelques années, parlait d'une généralisation de la culture de la défaite à gauche. Donc d'un côté, en fait, on assiste aux victoires de plus en plus nombreuses des populismes de droite dans le monde. Les forces de gauche se distinguent plutôt par leur radicale impuissance à résister à ces tendances réactives. Plus encore, il semble même qu'elles soient en difficulté d'affirmer plutôt que de lutter contre. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, au fond, est-ce que aujourd'hui, la gauche n'éprouve pas cette très grande difficulté d'inventer des horizons politiques un peu souhaitables, c'est-à-dire des horizons de liberté un peu souhaitables, et qu'elle se contente finalement à chaque fois de lutter contre quelque chose. Par exemple, on est facilement anticapitaliste, on est antifasciste, mais finalement, l'affirmative, ça donnerait quoi ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce, effectivement, de désespoir de fond. C'est-à-dire, on a perdu notre confiance dans nos propres capacités à renverser la vapeur. C'est-à-dire que, finalement, la radicalité que certains revendiquent, c'est une forme d'aveu d'échec. Il y a une espèce de... on a fondamentalement perdu la foi dans notre capacité à gagner des majorités, alors que c'est ça qu'on devrait viser. Et du coup, on se réfugie dans des postures très sectaires, souvent, à gauche en ce moment, on se traite de fachos et d'extrême droite au premier désaccord. C'est devenu très compliqué. Le débat interne est devenu compliqué, d'une part. D'autre part, on fait des coups d'éclat, souvent, mais sans vraiment de suite. Et encore une fois, ce que je disais à l'instant, sans vraiment se poser la question de construire le rapport de force sur le long terme. Et du coup... Voilà, j'ai l'impression que cette radicalité, cet un peu enfermement dans l'entre-soi qu'ont certains militants, certains groupes, c'est plus un aveu d'impuissance que vraiment quelque chose de constructif. Et donc je pense qu'il faut en sortir, ouais. Écoutez une musique que vous avez choisie de Benny Goodman, Sing Sing Sing.
Stéphanie Rosa, pouvez-vous nous expliquer ce choix de musique ? Oui, c'est un choix. Moi, j'aime beaucoup le swing à titre personnel. Et par ailleurs, la chanson est la bande originale d'un film qui s'appelle Swing Kids et qui raconte la montée du nazisme en Allemagne dans les années 30, vue du point de vue d'une bande de jeunes qui dansent le swing et qui donc sont naturellement plutôt anti-nazis, mais du coup qui vont faire des choix de résistance ou au contraire d'affiliation au régime. Et quand on est à 20 ans confronté à ces choix-là, c'est un film qui est très fort, que j'ai beaucoup aimé. Il est déjà ancien, il a 15 ou 20 ans, mais qui à l'époque où moi-même j'avais 20 ans m'avait beaucoup marqué. Alors Stéphanie Rosa, vous avez choisi un extrait, Lucien Sève, Urgence de communisme, paru à La Dispute en 2012, qui est lu par Aline Crétinoir. Ce que Marx nous donne à comprendre, en une vue puissante sur le mouvement d'ensemble de l'histoire humaine, c'est que l'appropriation privée des moyens de production et d'échange entre en contradiction de plus en plus aiguë avec l'énorme essor de l'efficacité des moyens et de la capacité des personnes, irrésistible processus de socialisation qui ne peut plus du tout être maîtrisé par et pour quelques-uns. L'aliénation n'est pas plus un processus affectant les seuls individus qu'une caractéristique des seuls rapports sociaux. Elle est l'autonomisation sauvage de ces rapports sociaux qui privent du même coup les personnes de leur maîtrise d'elles-mêmes, un phénomène historique total. C'est pourquoi son concept, dans l'acceptation qu'en déploie le capital, se hausse au niveau d'une catégorie anthropologico-historique majeure. En quoi consiste l'aliénation ? Si l'on retient d'abord ce qui en elle concerne l'individu, on dira qu'à sa base, elle est le devenir étranger, le dessaisissement à quoi est soumise son activité productive, dans toute la diversité de sens de cette dernière expression. Dessaisissement de son produit, le travail est exploité, de sa maîtrise de soi, le producteur est dominé, de ses besoins et de ses possibles, l'individu est frustré, de sa vue du réel, sa conscience est mystifiée, en fin de compte de son sens, il devient insignifiant, et même de son statut, sa personne se trouve chosifiée. À l'extrême de la condition aliénée, il se déshumanise. Alors Stéphanie Rosa, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce passage extrêmement dense ? Oui, il m'a intéressé ce passage parce que il restitue. C'est un commentaire de Marx. Lucien Sève ne fait que déplier ce qui est dans Marx parfois de façon implicite. Et c'est l'idée que la société capitaliste, et c'est une idée marxiste qui est pas souvent sur laquelle on n'insiste pas assez à mon avis. La société capitaliste, elle aliène l'humanité tout entière, pas seulement le travailleur à sa machine, mais elle aliène la société, tous ses membres, dans le sens où on n'est plus en possession des moyens de diriger notre destin collectif, de décider de notre destin collectif. On est les jouets de force et de lois économiques qui ne sont pourtant que le produit de nos actions quotidiennes, de nos actions au travail, de nos actions de consommateurs, etc. Mais dont on a l'impression qu'elles s'autonomisent, qu'elles vivent leur vie et qu'elles se retournent contre nous, et qu'elles nous font subir toutes sortes de malheurs sans qu'on puisse rien y faire. Et de ce point de vue-là, le marxisme, il apparaît comme une théorie profondément humaniste, c'est la reprise par l'humanité des moyens de diriger sa propre vie collective. Un retour de l'humanité à ses forces propres, une reprise de confiance en soi de l'humanité pour diriger et maîtriser son propre destin. Quand on vous lit, on a du coup envie de relire un certain nombre d'auteurs, et je pense notamment à Lukács, qui a eu un succès quand même finalement assez limité en France. Alors, on rappelle qu'il a eu une relation un peu complexe avec le régime stalinien, puisque dans les années 30, il s'installe en Union soviétique et travaille dans l'appareil culturel officiel. Puis sous Staline, il a été aussi accusé d'idéalisme et d'hérésie théorique par ses écrits, et donc en particulier le très fameux Histoire et conscience de classe en 1923, qui insistait sur la conscience et la subjectivité, ce qui plaisait pas tellement aux autorités soviétiques, qui préféraient un marxisme plus matérialiste. J'ai deux questions à arrêter. La première, c'est plutôt de savoir finalement qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à pardonner finalement les égarements politiques de Lukács, contrairement, et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre Lumière de la gauche, contrairement à Heidegger par exemple, qui malgré ses compositions claires avec le nazisme, a totalement été réhabilité dans l'histoire de la philosophie. Comment on peut apprécier ce jugement très différentiel entre les deux auteurs ? C'est quand même effectivement un gros paradoxe qu'il faut souligner. Alors je pense que une des raisons majeures, c'est que Lukács a toujours revendiqué ouvertement sa fidélité au socialisme réel, alors qui n'était pas en fait une fidélité, c'était pas un marxiste stalinien orthodoxe. Il a toujours voulu réinsuffler de l'humanisme. Il a toujours voulu un socialisme à visage humain, si on peut le dire comme ça. Mais par contre, il pensait qu'il fallait réformer le système de l'intérieur.
et que donc une des conditions pour le réformer de l'intérieur, c'était de ne pas manifester ses désaccords trop bruyamment, mais de le faire en interne, de s'adresser à ses camarades, de s'adresser aux instances de son parti à chaque fois que c'était possible. Alors, il a manifesté quand il y a eu l'insurrection de Hongrie en 1956. Il était du côté des insurgés, il était dans le gouvernement socialiste réformiste, réformiste pas au sens, au sens marxiste du terme. Il a d'ailleurs failli être exécuté après que les chars soviétiques ont roulé dans Budapest. Mais il a toujours, à part quand il en a eu l'occasion au sein des pays du bloc de l'Est, il a manifesté son désaccord, mais sinon il s'est jamais désolidarisé, il a jamais fui à l'Ouest, etc. Et donc il avait cette image de penseur stalinien fondamentalement solidaire de la ligne, alors que Heidegger, il a vraiment eu tout le contraire, une stratégie de dissimulation, de cryptage de sa pensée. Sur ce plan-là, je renvoie aux excellents travaux d'Emmanuel Faye, qui a vraiment bien montré ça, comment il continue de mener fondamentalement son entreprise politique de réhabilitation du nazisme, mais à mots couverts, de façon souterraine. Et donc, bien des auteurs n'ont pas vu en fait ce sous-texte qu'aujourd'hui on sait, parce qu'il y a eu des travaux d'exégèse et puis parce qu'il y a ces cahiers noirs, ces manuscrits qui ont été publiés à sa demande. Donc maintenant c'est devenu quelque chose de connu, mais ça n'a pas toujours été si clair et beaucoup s'y sont laissés prendre. Ma seconde question, elle est plutôt, on va dire, d'ordre pédagogique. Parce que quand on parle de Marx, on est souvent un peu approximatif. Et je voudrais qu'on clarifie un certain nombre de choses, une chose en tout cas en particulier. Quand on parle d'un marxisme matérialiste, plus matérialiste, et que Lukács aurait justement révisé de façon un peu critique ce marxisme matérialiste, ça veut dire quoi, un marxisme matérialiste, en tout cas qui est révisé par Lukács? Alors, moi, je parle pas de marxisme matérialiste, je parle plutôt de marxisme dogmatique ou stalinien. Et Lukács s'inscrit en faux contre ce marxisme-là au nom de l'humanisme. Lui, il revendique l'humanisme. Le marxisme dogmatique des staliniens, un des grands reproches que les humanistes, Lukács n'est pas le seul marxiste humaniste, il y en a d'autres, et le grand reproche que ces humanistes font au dogme de Staline, c'est alors, sur le plan pratique, c'est la dictature. C'est évidemment l'absence de liberté, la répression, etc. Mais sur le plan philosophique, c'est de réduire finalement les individus à n'être que des automates mus par des déterminismes socio-économiques qui les traversent et les dépassent complètement. Dans le marxisme stalinien, la conscience humaine, c'est un pur reflet. C'est la fameuse théorie de la conscience reflet. Un reflet de la structure de classe de la société, un reflet de la lutte de classe à l'époque où ils vivent. Et il n'y a aucune autonomie, il n'y a aucune initiative possible. Et donc, un des grands thème du marxisme humaniste, c'est de réintroduire la liberté humaine dans l'histoire sans sortir du cadre marxiste d'explication de la société, c'est-à-dire que le marxisme humaniste reste un matérialisme historique, le rôle de l'infrastructure socio-économique, il reste déterminant, mais dans ces structures et dans la lutte de classe, il y a de la place pour une certaine autonomie, une certaine liberté des individus, et surtout il y a la place pour une certaine autonomie des idéologies, des contenus de conscience, des choix politiques. Et ces choix politiques, ces contenus de conscience, ces croyances religieuses, philosophiques, etc., elles ont un effet retour sur la superstructure. C'est-à-dire que c'est pas dans un seul sens. Le déterminisme, il est dialectique. Et en fait, soit dit en passant, c'est conforme à ce que le vieil Engels dit dans un certain nombre de lettres, dans sa correspondance dans les années 90, où il reconnaît lui-même, il le dit à ses correspondants à 4-5 reprises quand même, à 4-5 correspondants différents, il leur dit, on a peut-être été on était préoccupés de prouver que tout reposait sur l'infrastructure, mais on n'a pas été peut-être assez explicite sur le fait que l'idéologie a quand même son rôle et elle a un effet retour sur la structure. Alors c'est passionnant. On a chez Sartre, justement, chez le deuxième Sartre, il y a aussi cette même poussée, d'ailleurs, notamment quand il fait son travail sur la Révolution française, quand il isole un certain nombre de figures dans lesquelles, justement, on voit qu'il y a un rapport quand même, si un peu, en tout cas, conscient, en tout cas, à l'histoire, quoi. Alors, on arrive à la fin de notre premier épisode. Dans Craquer l'époque, on aime faire des rencontres, et on aimerait vous demander, tout simplement, quelle est la dernière rencontre intellectuelle que vous avez faite, qui vous a vraiment, qui vous a déplacé, qui a fait que votre pensée n'est pas la même, pas exactement la même. Alors, je vais réfléchir. Alors, est-ce que ça compte les rencontres avec les gens morts mais qui ont écrit des livres ? Bien sûr. Bon, alors j'ai découvert un livre il y a quelques semaines qui s'appelle Révolution et démocratie chez Marx et Engels de Jacques Texier,
qui est un bouquin qui a été créé à la fin des années 90, si je me souviens bien, et où il complexifie extraordinairement le rapport que Marx et Engels entretiennent à la révolution violente. C'est-à-dire qu'il montre que, contrairement à ce qu'on croit, Marx et Engels n'ont pas toujours pensé que la révolution violente était la seule voie possible vers le socialisme, qu'ils montrent avec des textes que les gens connaissent pas en général, que moi je connaissais pas en tout cas, qu'ils ont toujours pensé par exemple qu'en Angleterre et aux États-Unis, les progrès du suffrage universel finiraient par permettre le passage au socialisme sans révolution violente, et que même sur le continent, leur réflexion stratégique, elle n'a cessé d'évoluer en fait, d'une position très révolutionnaire, un peu dure dans les années 1848, jusqu'à des positions plus complexes, plus nuancées dans les années 80 puis 90 avec le vieil Engels. Donc j'ai trouvé ça absolument passionnant parce que pour nous, c'est vraiment une question toujours actuelle. Quelle stratégie pour passer au socialisme ? Est-ce que la révolution violente est toujours nécessaire ? Et donc j'ai trouvé ce livre hyper intéressant. Et sans doute nécessaire aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine pour discuter justement sur le coup de la Révolution française et de notre héritage aujourd'hui. Merci Stéphanie Rosa. Merci à vous. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio, en partenariat avec Collatéral, la Gaieté Lyrique, les Chants Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.